Ligne à droite, le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud, bonjour à tous. Cette semaine, les enfants ont fait leur rentrée des classes, mais nos parlementaires aussi, remplaçant le cartable par l'écharpe tricolore pour les Républicains d'Éric Ciotti. C'était samedi dernier, 31 août à Levens, dans les Alpes-Maritimes. Le Rassemblement national se réunira quant à lui autour de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont dimanche prochain, 8 septembre. Du côté de Reconquête, la deuxième édition de leur université d'été aura lieu à Orange samedi dans le fief des Bompards autour d'influenceurs patriotes de droite. Et quelques jours plus tard, Édouard Philippe et ses équipes d'Horizon se retrouveront à Reims le 11 septembre. Mais en attendant, toujours pas de Premier ministre pour la France et l'attente commence à se faire longue. Alors avec nous pour en parler, Charles Aloncle. Bonjour monsieur le député. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez été élu en juin dernier dans la 9e circonscription de l'Hérault et vous avez été nommé porte-parole du groupe à droite, désormais UDR, d'Éric Ciotti à l'Assemblée nationale. Alors merci d'être avec nous. Alors peut-être avant de parler de la crise politique, des rentrées respectives des partis, j'aimerais quand même revenir sur ce drame qui a frappé votre circonscription. C'était il y a 10 jours. La synagogue de la Grande Motte a été victime d'une tentative d'incendie criminel et le principal suspect a reconnu les faits. C'est un défenseur de la cause palestinienne, de nationalité algérienne, arrivé en France illégalement par l'Espagne en 2016 avant de régulariser sa situation. Est-ce que pour vous c'était un acte isolé ou bien les tensions s'observent vraiment dans l'Hérault depuis le 7 octobre dernier ? Non, malheureusement, on voit que c'est de moins en moins un acte isolé. Les chiffres ont été lourdement rappelés, notamment par le ministre de l'Intérieur, qui est pourtant totalement impuissant, mais le nombre d'actes antisémites a été multiplié par 4 depuis un an. On observe une recrudescence de ces actes-là depuis le 7 octobre. Donc aujourd'hui, il y a une semaine, ça a frappé une petite station balnéaire comme la Grande Motte. On voit que ça peut frapper partout, n'importe quand en France. Donc voilà, moi j'ai essayé de dénoncer fortement tous ces discours de haine, notamment venant d'une partie de la gauche, de l'extrême gauche. Et je pense que notre rôle, c'est le dénoncer de façon absolument implacable. Ça, les agresseurs, finalement, c'est au-delà de l'islamisme, c'est aussi les agitateurs. Et donc vous citiez l'extrême gauche ? En fait, quand on tient un tel discours de façon institutionnelle, jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale, au Parlement européen avec Rima Hassan, il y a une forme de désinhibition des actes antisémites qui est très préoccupante. Donc les Jean-Luc Mélenchon qui nous expliquent que l'antisémitisme est résiduel, les Thomas Porte qui nous disent que les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus, mettant directement une cible dans leur dos lors des Jeux Olympiques, les Sofia Chikirou pleurant la mort du chef du Hamas quand même, les Rima Hassan qui défilent en Jordanie auprès d'organisations terroristes. En fait, tous ces gens-là portent une part de responsabilité quand des Juifs en France sont attaqués. On continuera évidemment à parler de ce sujet, de l'antisémitisme qui grandit de toute façon en France. On va parler un peu donc de l'UDR maintenant. Éric Ciotti a annoncé samedi la création de l'Union des droites pour la République. C'est la 7e fois sous la 5e République que la droite française change de nom. RPF, UNR, UDR, RPR, UMP, LR. Alors faut-il passer par un changement de nom pour se renouveler, renaître ? Je pense que c'était indispensable. Je pense que la marque LR était totalement vidée de sa substance. Totalement déprécié du fait de ces cadres qui en fait depuis des années disent tout haut exactement le contraire de ce qu'ils pensent tout bas et c'est ça le vrai problème des Républicains aujourd'hui. On l'observe de plus en plus, il y a une vraie déconnexion entre les cadres et les militants. Nous on est là pour réclamer une consultation des adhérents sur le choix qu'on a fait. Au fond, est-ce qu'ils sont pour une union avec le Rassemblement national ou est-ce qu'ils veulent participer à un pacte législatif comme le propose Laurent Wauquiez. Avec Éric Ciotti, ça fait des semaines depuis l'été qu'on propose cette consultation qui pour l'instant nous est refusée par Laurent Wauquiez et on ne comprend pas pourquoi il a aussi peur des adhérents et des militants. Alors vous disiez qu'il y avait un décalage entre militants et un peu les élites parisiennes, les ténors du canal historique des LR. Vous avez observé vous un consensus sur le terrain, notamment dans l'Hérault mais même dans le reste peut-être du territoire, sur les militants au moment du rapprochement de Éric Ciotti avec Marine Le Pen. Comment est-ce qu'ils l'ont pris ? Et d'une façon générale, au-delà des militants, j'ai l'impression que les Français ne comprennent pas pourquoi, alors que la gauche et l'extrême gauche, qui ne sont d'accord sur rien, sur aucun sujet, du nucléaire au rapport à la laïcité, en passant par l'Union européenne, qui sont des sujets extrêmement structurants, pourquoi la gauche et l'extrême gauche, lors d'occasions électorales, arrivent à s'allier. Mais nous, qui avons plus de 90% d'idées communes, de valeurs communes, en fait, continuons à être victimes de cette espèce de diktat moral de la gauche et à ne pas faire d'union des droites.
Donc notre démarche a été une démarche de clarification. On voit, vous avez peut-être vu qu'en moins de 48 ou 72 heures, on avait déjà plus de 10 000 adhérents. Donc on observe vraiment, et d'ailleurs le site est un peu sous tension, tellement il y a de visites, tellement il y a de demandes d'adhésion. On voit qu'il y a une vraie volonté populaire de faire cette union des droites, de faire preuve aussi d'un peu de courage, d'arrêter de baisser le regard, de baisser les yeux, de s'excuser d'être de droite, d'arrêter de prendre des précautions avec des idées qui pourtant sont portées par le RPR et l'UDF. Je repense aux assises de l'immigration dans les années 90, qui étaient bien plus à droite que ce qu'on porte aujourd'hui. C'était bien plus audacieux à une époque où on pouvait encore nous épargner une vraie crise migratoire. Donc voilà, je pense qu'il fallait faire preuve d'un tout petit peu de courage, tout simplement pour être parfaitement en ligne avec l'attente des adhérents et des militants de droite, tout simplement. Donc revenir aux racines de la droite française. Avant de parler de l'union des droites que vous aviez évoqué à l'instant, j'aimerais revenir pour que vraiment nos auditeurs comprennent le statut aujourd'hui de l'UDR. C'est plus les Républicains. Éric Ciotti n'est donc plus président des Républicains, c'est autre chose. Est-ce que LR est mort? Comment ça se passe? En fait, l'UDR est une transformation pour nous des Républicains. C'est un nouveau nom, un nouveau mouvement pour permettre aux adhérents des Républicains d'achever cette clarification et d'y voir beaucoup plus clair entre les deux tendances qui sont proposées. On le voit d'autant plus crûment aujourd'hui avec toutes les discussions autour du Premier ministre, Xavier Bertrand qui pourrait être soutenu par les députés du groupe de M. Wauquiez. J'entendais M. Antoine Vermorel qui expliquait qu'il fallait soutenir à tout prix M. Bertrand à Matignon. Donc voilà, nous, c'est une démarche de clarification qu'on a entamée avec Jordan Bardella dans le cadre des législatives. Si demain, la droite veut gagner, veut proposer une alternance solide et franche, tant attendue par des millions de Français, ce sera avec le Rassemblement national, ce sera avec notre groupe aussi, qui malgré tout cultivera sa singularité, du fait peut-être des profils un peu différents qu'on a dans notre groupe parlementaire, du fait aussi d'une identité un peu plus portée notamment vers la liberté économique. Ça, donc il y a l'idée vraiment de préparer l'alternance avec le Rassemblement national, vous venez de le dire. L'idée, c'est donc pour l'UDR de rassembler et aussi de crédibiliser la présidentielle, enfin la place de Marine Le Pen dans la présidentielle de 2027. Crédibiliser, je pense qu'il faut faire preuve d'un peu d'humilité, et le travail qu'a réalisé Marine Le Pen, Jordan Bardella, les cadres du Rassemblement national depuis des années est absolument remarquable. La croissance de ce parti dans les urnes et d'un point de vue territorial, honnêtement, et force le respect depuis plusieurs années. C'est le seul parti qui a connu une telle croissance, une telle maîtrise aussi de son développement, donc il faut faire preuve d'un peu d'humilité. En revanche, je pense que les profils qu'on a en tant que député venant beaucoup de la société civile, j'en suis un exemple, moi j'ai été chef d'entreprise au service d'artisans, de petits commerçants, de petites TPE et PME. En fait, peut-être que ces profils-là, peut-être que notre attachement sincère, notamment à la valeur de liberté, à la liberté économique, et notre approche plus libérale, disons-le, sur les sujets économiques, arrivera en complémentarité de ce que le Rassemblement national propose. Les discussions qu'on aura sont très constructives. On aura quelques mois, peut-être quelques années pour préparer cette alternance ensemble. Sincèrement, quand je vois les réactions à Levins ce week-end, quand je vois l'explosion du nombre d'adhésions qu'on enregistre sur notre site, quand je vois tous les messages de soutien que je peux recevoir, notamment de beaucoup d'amis des Républicains, j'ai l'impression qu'on est en train d'emprunter le bon chemin. Alors justement, vous êtes donc le porte-parole, vous, du groupe UDR désormais à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que ça va se passer le travail parlementaire en lien avec le Rassemblement national? Vous êtes donc indépendant, vous n'êtes ni apparenté, ni absorbé, comme certains pouvaient le dire au moment des législatives sans vraiment savoir ce que ça allait donner. Est-ce qu'il y aura des consignes de vote en commun, un soutien? Comment ça va se passer à l'Assemblée? On est en train de construire cette collaboration qui est finalement assez inédite, et on en est fiers d'ailleurs d'écrire cette histoire de la droite, une histoire courageuse. Sans trahir trop de secrets, on est en train de se mettre d'accord sur une réunion d'intergroupe mensuelle à minima, donc qui nous permettra avec Marine Le Pen, avec Sébastien Chenu, avec Jean-Philippe Tanguy, avec Éric Ciotti et notre groupe bien entendu, et avec l'ensemble des députés du groupe RN, et bien d'avoir un lieu de discussion, un lieu de synchronisation, un lieu de débat, d'échange aussi, entre deux groupes parlementaires distincts. On se retrouvera évidemment sur une immense majorité de textes, de positions. Après, vous savez, la droite a toujours eu une tradition de débat, de tolérance bien plus forte, bien plus importante d'ailleurs qu'à gauche.
Donc on continuera à cultiver cette tradition, mais vraiment en responsabilité. Le but sera évidemment de, comme vous le disiez, de préparer fortement cette alternance ensemble, de débattre quand ce sera nécessaire. Mais vraiment, je n'ai pas de doute que sur plus de 90% des sujets, de toute façon, on sera d'accord sur les sujets liés notamment à l'autorité, à l'identité, qui sont 2 de nos 3 piliers qu'on a présentés samedi à Levins. En fait, on est parfaitement d'accord avec le RN. Quel est le 3e pilier? Donc identité, le 3e autorité. pilier, c'est la liberté. Donc c'est déjà une ébauche de quelques mesures que Éric Ciotti a proposées ce week-end, qui tiennent évidemment à la liberté économique, à être le parti des entrepreneurs, de ceux qui créent de la valeur, à vouloir absolument débureaucratiser un État extrêmement lourd, un millefeuille territorial qui est devenu parfaitement incompréhensible, à vouloir simplifier, que ce soit les échelons administratifs, revenir peut-être à 2 échelons, que seraient la commune et la province. Voilà, on a détaillé déjà un certain nombre de mesures qui porteraient sur une vraie légèreté, une vraie liberté, un peu moins d'État, mieux d'État, pour permettre évidemment de revenir sur une trajectoire beaucoup plus rassurante, notamment budgétaire. Alors on vient de parler donc de cette étroite collaboration avec le Rassemblement national. Je vais penser à un autre groupe évidemment, celui porté par Laurent Wauquiez, celui de la droite républicaine désormais, donc LR Canal Historique, ceux qui sont les dissidents d'Éric Ciotti. Comment se passe le dialogue avec eux, notamment depuis 3 mois, et comment est-ce que vous appréhendez votre rentrée, notamment à l'Assemblée nationale, dans les couloirs avec eux, sur les bancs de l'Assemblée avec eux? Est-ce que tout est rompu ou c'est encore possible de dialoguer? Moi, j'étais absolument indigné de voir qu'ils ont allègrement participé au théâtre antifasciste, ce qui honnêtement m'étonnait de leur part. J'ai beaucoup d'amis issus de ce groupe-là. Moi, je suis issu de l'UMP, des Républicains. J'étais président des Jeunes avec Nicolas Sarkozy. J'avais gardé beaucoup de liens très forts avec ces gens qui, du jour au lendemain, en fait, ne m'ont plus serré la main, ne m'ont même plus regardé dans les couloirs de l'Assemblée, n'échangent même plus le moindre message avec moi. C'est honnêtement très surprenant. Ce qui m'a le plus indigné, c'est donc on a Monsieur Wauquiez qui, dans le dos évidemment de l'ensemble des Français, a négocié des désistements avec la Macronie dès le premier tour, sans d'ailleurs officialiser ces désistements. Ils ont essayé de les cacher le plus tard possible pour expliquer qu'en fait non, c'était un groupe qui allait s'opposer à Emmanuel Macron, mais ils ont quand même convenu d'un accord au premier tour, puis au deuxième tour, c'était encore plus important, puisqu'on a eu certains élus républicains comme M. Bertrand qui ont appelé à voter pour des candidats communistes contre nos candidats LRRN ou tout simplement du Rassemblement national. Le soir du deuxième tour, M. Wauquiez nous a fait un discours extrêmement martial en nous disant que il fallait retenir les leçons, que les Français s'étaient exprimés massivement dans les urnes, qu'il fallait tourner la page de 7 ans de Macronie et qu'on pouvait compter sur lui pour être fermement dans l'opposition. Mais quelques heures à peine après, on l'a trouvé, moi je l'ai trouvé, plusieurs d'entre nous et des observateurs l'ont trouvé dans les couloirs de l'Assemblée en pleine discussion et négociation avec Mme Braun-Pivet et M. Attal pour exclure tous nos députés du groupe LRN et du Rassemblement national de tout poste de représentation à l'Assemblée nationale. Donc ce cordon sanitaire qui était déjà là en 2022, mais moins fort, puisque par exemple M. Chenu avait pu être élu vice-président de l'Assemblée nationale, on a eu M. Wauquiez et ses députés de ce groupe qui ont tout fait pour qu'il soit davantage renforcé et de bâillonner en fait plus de 10 millions d'électeurs qui s'étaient exprimés massivement dans les urnes. On a beaucoup parlé d'une victoire mitigée justement à ce moment-là, au lendemain des résultats des législatives, avec justement l'absence de postes clés pour le Rassemblement national et le groupe LRRN. Vous expliquez donc que c'est vraiment, c'est notamment la droite LR macroniste qui a œuvré à vous empêcher d'accéder à ces postes? Bien sûr, on l'a vu notamment dans les commissions. Moi, je siège en commission des affaires économiques. Monsieur Wauquiez siège dans cette même commission. On a parfaitement vu que tout le monde était en tractation, en discussion, tous les groupes, sauf notre groupe à droite et le groupe du Rassemblement national. Enfin, nous, personne ne nous parlait, personne n'échangeait, personne ne nous a même proposé, certainement pas M. Wauquiez, de soutenir quelques-uns des candidats qu'on a pu présenter. Je pense à M. Falcon, je pense à M. Loubet, je pense à moi aussi qui était candidat de cette union pour cette commission des affaires économiques. On a été parfaitement isolés. Enfin, il faudrait que les électeurs se rendent compte de ce cordon sanitaire qui est mis par des gens qui étaient mes collègues quelques semaines auparavant, qui étaient même des amis et qui décident d'être encore plus zélés sur ce cirque antifasciste que les pires Antifa type Raphaël Arnaud qui ont des fiches S. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité de l'Assemblée nationale, c'est de
bâillonner une nouvelle fois, de façon encore plus méprisante, plus de 10 millions d'électeurs qui sont exprimés dans les urnes. Tant qu'on continuera, tant qu'ils continueront dans cette démarche-là, moi, c'est un moteur incroyable d'engagement politique. Moi, si j'ai décidé de franchir le pas, c'est aussi parce que j'en ai ras-le-bol que des gens de notre famille politique qui, pourtant, quand vous leur parlez, nous disent exactement qu'ils pensent la même chose que nous, qu'on est courageux, mais que, vous comprenez, ils ont quand même des invitations, ils ont quand même des rentes politiques, ils ont quand même des loyers à rembourser, que ces gens-là soient plus zélés que certains élus d'extrême gauche, c'est une motivation supplémentaire pour, une bonne fois pour toutes, en finir avec ces digues. Alors c'est aussi pour ça justement que vous censureriez un gouvernement porté par Xavier Bertrand ? Non, pas simplement. Je pense que ce qui nous définit aussi, c'est notre pragmatisme. Et on n'aura jamais en tout cas, vous pourrez compter sur nous pour ne jamais faire preuve de posture, ne jamais avoir d'engagement parlementaire qui irait contre les intérêts de la France. C'est pas simplement parce que M. Bertrand, en fait, est particulièrement zélé contre le Rassemblement national, aime insulter ses électeurs dans les Hauts-de-France, que en fait lui préfère depuis le début l'union des gauches à l'union des droites. Il avait même, je ne sais pas si vous en rappelez, la première fois il avait été élu président de la région Hauts-de-France, il avait même organisé un cénacle d'élus de gauche qui n'avaient plus été élus parce qu'il y avait eu des désistements au premier tour et qu'il avait bénéficié de ces voix d'élus de gauche. Donc des élus qui n'étaient plus représentatifs étaient consultés par M. Bertrand dans le cadre de la région Hauts-de-France. On comprend tout le théâtre. Non mais exactement. Donc au-delà, alors qu'il se présente encore comme un cadre des Républicains, au-delà du fait qu'on n'a strictement rien compris des positions de M. Bertrand qui nous expliquait que c'était après avoir essayé de négocier Matignon avec Macron, on nous a expliqué qu'il était formellement dans l'opposition. Ensuite, il a claqué la porte des Républicains pour dénoncer un virage droitier, pour revenir quelques mois après se présenter à la primaire. Nous disant non mais en fait il n'y a pas vraiment eu de virage droitier, vous inquiétez pas, vous pourrez compter sur moi pour porter la droite d'opposition. Et voilà, moi je comprends rien aux positions de M. Bertrand, je comprends rien aux positions de ces cadres LR qui sont devenus un parti aujourd'hui vidé de militants. Et donc tout ça pour dire, pardon ma réponse est un peu longue, mais si on s'oppose à la nomination de M. Bertrand, c'est pas tant pour sa personnalité, c'est pas tant pour son absence de colonne vertébrale, c'est parce qu'on a la certitude qu'il mènera en fait une politique parfaitement macronienne, qu'il sera le prolongement de 7 années d'héritage d'ailleurs de François Hollande, qui ont mis la France dans le mur. Quand on voit les grandes leçons d'un Bruno Le Maire qui, juste avant les législatives, nous faisait des papiers en nous disant « J'ai sauvé la France, nous avons sauvé la situation économique de la France », pour quelques semaines seulement après les législatives, avouer qu'en fait c'est une catastrophe, qu'on a atteint un record extrêmement inquiétant de déficit public, qu'il en est, lui, et toute la Macronie, ainsi que François Hollande, les principaux responsables. On peut avoir tous les doutes sur la politique menée par Xavier Bertrand. Alors d'un autre côté, un autre nom est sur les lèvres depuis lundi, c'était celui de Thierry Baudet. Alors a priori, l'hypothèse est finalement écartée, on ne sait pas vraiment, mais qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce profil dit technique pour la France ? Est-ce que c'est préférable à Xavier Bertrand ou c'est pas beaucoup mieux ? En fait, j'ai l'impression que le terme de profil technique, c'est quand on parle d'un nobody, quelqu'un que personne ne connaît, qui n'a aucune légitimité, qui est à la tête d'une assemblée qui n'est même pas élue, qui est le propre de ce que nous, au sein de notre groupe et avec le Rassemblement national, voulons parfément déconstruire. Nous, notre boussole, moi, ce qui m'anime en politique, c'est de redonner la parole au peuple, de vraiment d'essayer d'en finir avec ce fossé béant entre les élites et le peuple. Ce monsieur est l'incarnation même de ce petit système d'élite qui préfère des tirages au sort, qui préfère des cénacles de gens qui ne représentent personne, qui vont prendre certaines décisions. C'est quand même un homme qui a défilé contre la loi immigration, si timide soit-elle. C'est quand même quelqu'un qui, je crois, a proposé la légalisation du cannabis, qui tient d'ailleurs des positions extrêmement inquiétante d'un point de vue sociétal et bioéthique. On a quelqu'un qui ne représente personne, si ce n'est un système parfaitement populophobe qu'on donne comme nom pour Matignon, alors que derrière, on a plus de 10 millions d'électeurs qui veulent un retour au peuple, qui veulent une politique de restauration de la France courageuse et d'alternance franche.
Enfin, franchement, moi j'étais absolument indigné quand j'ai vu que ce nom-là était sorti. Il n'a duré que quelques heures, donc j'ai l'impression que c'était un contre-feu dont Emmanuel Macron d'ailleurs est parfaitement familier. Et est-ce que vous avez l'impression que les parlementaires ne prennent pas conscience là, de l'ampleur du problème et notamment ne prennent pas assez leurs responsabilités en main au vu de la situation? C'est-à-dire qu'on se demande parfois un peu où sont-ils. Il n'y a pas encore de séance à l'Assemblée nationale, peut-être que les vacances ne sont pas finies pour tout le monde, et pourtant la crise institutionnelle continue et depuis 3 mois. C'est pour ça que nous réclamons une session extraordinaire organisée au Parlement. C'est pour ça que nous pressons aussi le président de la République pour qu'il prenne ses responsabilités et qu'il nomme enfin un Premier ministre. Moi, ce qui m'amuse de moins en moins, c'est de voir que tout le monde, avant les élections législatives, promettait un blocage institutionnel en cas de victoire de notre union avec Jordan Bardella, en cas de gouvernement d'union nationale. Tout le monde nous promettait ce blocage institutionnel. Ce parti unique qui a voulu faire barrage aux Français, aujourd'hui, est le responsable direct de ce blocage institutionnel. Ils ont voulu nous faire croire, en fait, que ce front républicain était tenable et que de l'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, à Laurent Wauquiez, ils seraient unis contre le fascisme et contre la peste brune. On voit derrière qu'en fait, c'est le résultat même d'un gouvernement d'une majorité absolument introuvable. C'est dangereux, ce genre de combines sont parfaitement dangereuses pour nos institutions, pour la démocratie. Quand on veut faire barrage aux Français, quand on refuse d'exprimer des nuances politiques qui sont fondamentales pour faire vivre une démocratie, on a ce blocage institutionnel, c'est tout ce qu'on récolte, et j'aimerais que ces gens-là qui nous donnent des leçons, lors des élections législatives, prennent leurs responsabilités, en prennent conscience et s'excusent aussi devant les Français, parce qu'ils en sont les principaux responsables. D'ailleurs, c'est vrai que ce type de discours... c'est déjà vu, notamment Emmanuel Macron ou Marine Le Pen et le chaos. Enfin, il y avait un peu ce schéma de menaces où on vous disait de toute façon, pour les législatives, ils vont bloquer les institutions seront bloquées. Pour Marine Le Pen, ce sera le chaos. Et puis finalement, on a le chaos avec Emmanuel Macron et des institutions bloquées avec la Macronie et le Front de gauche. Mais bien sûr, et je trouve ça, je trouve que c'est une ironie tragique absolue. De voir cette ambiance crépusculaire d'un Macron qui voulait soi-disant en finir avec l'ancien monde, nous faire quelque chose de parfaitement moderne et nouveau, qui doit terminer à composer avec des gens qu'il a précisément voulu remplacer. De voir Emmanuel Macron s'accrocher à l'hypothèse Bernard Cazeneuve alors qu'il a souhaité incarner cette espèce de renouveau auquel moi personnellement je croyais absolument pas. Parce qu'il s'agissait simplement de voir quelles avaient été les fonctions de M. Macron comme secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge de l'économie auprès de François Hollande, puis en tant que ministre de l'économie et collègue de Bernard Cazeneuve. Il fallait franchement être borgne pour être illusionné de la sorte. Mais je trouve ça tragique de le voir devoir composer avec ces gens à qui il a donné tant de leçons en expliquant qu'il allait installer un nouveau monde politique. C'est une ironie quand même parfaitement tragique. Ça montre que là, toute sa légitimité aussi est un peu remise en question. Il y a eu cet appel à la destitution d'Emmanuel Macron par l'article 68 de la Constitution. C'est notamment la coalition de gauche qui prône cet appel. Est-ce que pour vous, c'est une fausse bonne idée ou vous partagez vraiment ce sentiment d'une destitution d'Emmanuel Macron ? Bon, l'extrême gauche est toujours prompte à vouloir jouer le coup de force institutionnel permanent, parfois de façon parfaitement outrancière. À titre personnel, je pense pas qu'il soit bon d'agiter matin, midi et soir cette logique de destitution. Non, en revanche, on pourra voter la défiance. On dispose des arguments institutionnels, des dispositifs institutionnels requis si jamais on est en désaccord avec le Premier ministre qui sera nommé, avec le gouvernement qui sera désigné. Donc tenons-nous-en à ça. Je pense que la Ve République est extrêmement solide, on fait face à une situation parfaitement inédite, mais faisons confiance aussi aux parlementaires qui ont été élus, qui sont les représentants du peuple, qui, j'en doute pas, en tout cas à droite, prendront leurs responsabilités de façon parfaitement pragmatique. Et alors, avant de finir, il nous reste une petite dizaine de minutes, même pas, il nous reste 7 minutes. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'union des droites. On en a parlé au tout début, vous avez évoqué ce mot qui est important à droite, dans le camp d'Éric Ciotti en tout cas. Il a vraiment appelé, lui, de ses voeux à faire de l'UDR le grand parti de la droite populaire. On se demande qui sera vraiment concerné par cette union. Donc on a compris qu'il y avait donc déjà 10 000 adhérents. Plus de 10 000 adhérents en moins de 48 heures. Donc c'est déjà impressionnant. Donc il y a des dissidents,
les LR qui n'ont pas claqué la porte en juin dernier, en tout cas, sont donc là, sont restés avec Éric Ciotti. Qui d'autre sera concerné? Parce qu'on peut penser notamment à certains qui font un peu cavalier seul, mais pourtant qui ont des ambitions de partis respectifs, notamment Julien Aubert, Marion Maréchal, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que toutes ces personnes pourraient être approchées par l'UDR et comment pourrait se passer une collaboration avec eux? Nous, on n'est absolument pas dans une démarche d'exclusion, vous l'avez vu. C'est cette démarche courageuse qu'on a voulu porter. C'est un appel à tous les patriotes sincères, à tous ceux qui, depuis des années, se morfondent de voir des candidats qui ont des plateformes idéologiques et programmatiques plus que similaires partir dans des écuries différentes pour diviser encore davantage les voix, pour aussi ternir un peu notre image. Là où, je vous le dis, la gauche, l'extrême gauche arrivent parfaitement à faire illusion, alors qu'ils sont d'accord sur rien. Enfin, on parle vraiment de programmes quand on les lit, qui sont aux antipodes de ce que chaque groupe politique peut proposer. Nous, c'est pas du tout notre cas. Donc, évidemment, c'est une main tendue, un appel à tout le monde. C'est un prolongement de cette démarche des législatives qui est parfaitement inédite. Moi, je vois par exemple sur le terrain, dans ma circonscription dans l'Hérault, qui va de Montpellier à Lunel, en passant donc par la Grande Motte, vous l'avez rappelé en début d'entretien, les gens qui ont voulu faire campagne pour moi, l'équipe que j'ai pu constituer largement dans le cadre de cette élection, c'était majoritairement des gens qui n'avaient pas de carte, parce que ils n'avaient pas forcément de sentiment partisan, ils se savaient juste de droite. Ils ont oscillé entre Marine Le Pen, entre parfois François Fillon ou Nicolas Sarkozy par le passé, ou Éric Zemmour il y a quelques années. C'est des gens qui ont été parfois un peu désabusés par les appareils politiques et militants. Et puis après, voilà, j'ai eu des adhérents du Rassemblement national, évidemment. J'ai eu des adhérents des Républicains. J'ai eu d'anciens adhérents de M. Dupont-Aignan. J'ai eu beaucoup d'adhérents de Reconquête. Et à la fin, quand j'ai fait le bilan et j'ai vu toutes ces personnes, toutes ces initiatives qui m'avaient aidé, je me suis dit, mais en fait, cette union des droites, on l'a fait sur le terrain, on l'a fait avec les militants, on l'a pas fait simplement sur des affiches en mettant la tête d'Éric Ciotti et de Jordan Bardella, on l'a fait sur le terrain. Donc j'ai vu à quel point elle pouvait être puissante, à quel point elle pouvait être vraiment forte, à quel point en dépassant ces appareils militants, ces petites logiques parfois de baronnie qui pèsent beaucoup sur notre socle électoral, ça pouvait être vraiment vecteur de victoire. Donc voilà, tout le sens de notre démarche, c'est un rassemblement très large, au service de nos idées, au service d'une alternance sérieuse, franche, et c'est nous, de notre côté, tout ce qu'on souhaite. Et c'est intéressant, ça donne assez espoir pour l'union des droites. Pour autant, c'est vrai qu'on se pose toujours la question des égos et on a toujours peur, vous parliez de la baronnie à l'instant, c'est exactement ça, on a toujours peur que les égos ne soient pas assez mis de côté pour pouvoir travailler ensemble vraiment à la victoire des prochaines élections électorales, que ce soit des municipales, arriver à se désister les uns pour les autres, que ce soit, mais sans faire de combine non plus, c'est ça aussi qui est intéressant, voir qui est le mieux placé pour l'emporter à droite et pour représenter les Français, que ce soit pour les départementales régionales, on pense évidemment à la présidentielle. Est-ce que vraiment tous ces égos peuvent cohabiter? En tout cas, je vois, moi, mon rôle en tant que parlementaire, ça va être notamment pour ces élections municipales et pour les élections intermédiaires à venir, que partout où on aura des candidats qui penseront significativement à peu près la même chose sur plus de 90% des sujets, qui en fait, quand vous leur parlez en off, sont parfaitement d'accord avec vous, mais se présentent sous des bannières différentes, et ça pourrait être encore, mais bon, les Républicains, je pense que maintenant, les militants ont compris, et les cadres courageux ont compris, et nous ont déjà rejoints et vont finir de nous rejoindre. Mais voilà, que ce soit entre une liste, par exemple, les Républicains, une liste peut-être Reconquête, une liste d'autres mouvements qui pourraient peut-être se créer d'ici là, une liste Rassemblement national, d'avoir des gens qui pensent exactement la même chose et qui vont se retrouver divisés face parfois à une candidature unique de la gauche ou une candidature unique macronienne du bloc central. Moi, je vais vraiment employer toute mon énergie, toutes mes forces à essayer de concilier ces appareils partisans, de concilier ces candidats potentiels pour qu'ils puissent se présenter sous une bannière commune. Donc voilà, c'est inédit, c'est un travail auquel la droite n'a jusqu'à présent pas été habituée. On a montré la voie à l'occasion de ces législatives et je ne doute pas que ce sera très puissant à nouveau pour les prochaines élections. Merci beaucoup, monsieur le député, pour toutes ces précisions. Donc, Charles Aloncle, vous êtes député de la 9e circonscription de l'Hérault. Vous êtes le porte-parole du groupe à droite de l'UDR, d'Éric Ciotti à l'Assemblée nationale. Vous allez, j'espère, revenir prochainement parler avec nous avec grand plaisir. de tout ce mandat. On verra combien de temps il dure, puisque c'est vrai que tout est tellement indécis. On ne voit pas très bien le bout. Donc, peut-être
Peut-être partirez-vous en campagne l'année prochaine. En tout cas, en attendant, vous avez vraiment beaucoup de travail, notamment travailler à l'Union des droites et on compte sur vous ici. Donc merci encore, monsieur le député.